Bonjour, je pense que Ouais. tout le monde est Bonjour là. Monsieur Petit. Bonjour. Bonjour. Alors je pense que tout le monde est là pour le moment, donc je pense qu'on peut commencer. Les retardataires, au pire, nous rejoindront en cours de débat. Très bien. Donc si jamais vous ne m'entendez pas bien, vous ne me voyez pas bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre dans le chat, nous dire qu'il y a un problème de connexion ou autre. On n'est pas à l'abri. C'est arrivé plusieurs fois à la télé pendant le confinement, donc ça peut très bien nous arriver à nous aussi. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour notre premier événement. C'est le premier événement de Place au débat aujourd'hui. On est très heureux de vous recevoir. Merci, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes député des Français établis en Allemagne, Europe centrale et aux Balkans. Donc, vous avez une très grande circonscription qui s'étend sur presque toute l'Europe continentale avec, il me semble, près de 150 000 Français établis dans ces territoires sur 16 pays, ce qui représente une diversité territoriale, économique, géographique, mais aussi culturelle. Donc, vous avez à la fois des pays comme l'Allemagne qui sont très puissants et sous le feu des projecteurs continuellement, mais aussi je pense aussi à la Pologne ou à la Hongrie, et aussi des territoires qui sont à l'inverse parfois méconnus des Français, mais qui sont tout aussi importants dans le fonctionnement de l'Union européenne. Là, je pense plutôt donc aux pays des Balkans comme l'Albanie et le Monténégro qui participent activement à la défense de l'Europe, par exemple, car ils sont aussi membres de l'OTAN. Donc, vous êtes membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée, mais je vous laisserai bien sûr expliquer votre engagement pour l'Europe et le travail que vous faites au sein de cette commission par la suite. Mais ce qui est important de rappeler par rapport au thème du sujet d'aujourd'hui, c'est que la crise sanitaire nous a poussé à repenser le rôle de l'Union européenne, son fonctionnement, son but. C'est-à-dire que l'Europe a souvent été décriée comme imparfaite par la presse ou par les partis politiques depuis quelques mois. Notamment, je pense, dès que l'épidémie est arrivée en Italie, beaucoup ont dit que l'espace Schengen était en fait responsable de la propagation du virus. On se rappelle tous du match Lyon-Turin où 3000 supporters italiens se sont déplacés en France. Donc, certains en fait ont vu l'Europe comme le porte-étendard de la mondialisation qui a échoué, de la mondialisation qui ne nous protège plus. Et pourtant, il y a 2 semaines, le président de la République Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont annoncé un plan de relance de 500 milliards d'euros qui permettrait, selon eux, de sortir l'Europe de cette crise qui est à la fois sanitaire, mais aussi économique, sociale, peut-être financière. Donc, pour eux, en fait, la mondialisation et l'Europe et le multilatéralisme semblent finalement être une opportunité pour sortir de cette crise. Donc, on a là 2 visions totalement antagonistes, mais qui ne sont pas nouvelles, bien sûr. On avait ces oppositions pendant la crise de 2008, pendant la crise de la migratoire de 2015, même avec le Brexit. Mais ces 2 visions qui sont politiques, idéologiques, montrent qu'il y a du débat à avoir. Donc, on peut vraiment débattre de ces sujets-là de manière, on va dire, passionnée et concrète. Et donc, nous avons créé Place au débat pour nous poser ces questions, pouvoir échanger librement, pouvoir échanger en respectant les opinions des autres et en revenant sur nos positions et en respectant nos valeurs. Donc, on est très heureux de vous recevoir, Monsieur Petit. Je vais bien évidemment vous laisser la parole pour que vous présentiez votre travail. Et puis ensuite, il y aura 1 heure entière de questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On va fonctionner par le chat. C'est-à-dire que si vous avez une question, vous la mettez dans le chat et Corto activera votre micro pour que vous puissiez la poser. Ça évitera un brouhaha général sur Zoom. Donc, merci, Monsieur Petit. Je vous laisse la parole. Et encore merci pour votre présence aujourd'hui à nos côtés. Oui, eh bien, merci de m'avoir fait cette proposition. Je suis ravi d'être là. Je n'ai jamais autant travaillé que depuis qu'on est confiné. Alors, vous avez rappelé ma circo. Il faut aussi rappeler quelque chose d'important, c'est que j'y habite. Voilà. Je suis un de ces nombreux Français qui est… voilà, j'ai pu habiter en France depuis une vingtaine d'années. Je suis arrivé en Pologne pour la première fois en 1986. J'ai également passé 5 ans en Égypte pendant les révolutions. Donc, je fais partie de ces Français, on représente plus de 3 millions, peut-être même 4 millions de Français qui sont implantés à l'étranger. Alors, on a été souvent assimilé à la toute petite minorité d'expatriés, à la toute petite minorité de gens qui fuient l'impôt en France, etc. Alors qu'en fait, ces communautés étrangères en France sont très anciennes, puisque vous êtes en train de faire vos études. Voilà, on remonte même jusqu'à Colbert sur la représentation des
des Français à l'étranger. Et l'origine du droit d'aubaine, voilà, vous verrez ce que c'était que le droit d'aubaine. Et Colbert s'est dit que le droit d'aubaine était une contradiction avec sa volonté de relancer l'économie de la France, déjà à cette époque. Donc voilà, je suis très fier, moi, de représenter des Français et d'en faire partie. Donc j'habite à Cracovie, en fait. Et voilà, je circule dans ma circonscription. Alors, également, 200 000 Français, c'est comme tous les autres, hein, c'est la Constitution. Donc, chaque député représente à peu près le même nombre de citoyens français, en gros, hein, à part quelques exceptions. J'ai effectivement 16 pays. Je vais les représenter d'une autre manière parce que ça me permettra d'introduire mon propos sur l'Europe. Un jour, on m'a demandé c'est quoi pour vous? Je suis chez moi. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis à Bucarest, je suis chez moi. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans ces pays. Moi, j'ai découvert les Balkans il y a 20 ans. J'ai été mandataire social d'entreprises industrielles en Roumanie, en Hongrie, en République tchèque, évidemment en Pologne, où j'ai été très longtemps, où j'ai très longtemps gestionnaire d'entreprise. Donc voilà, je crois que c'est important de se dire que l'Europe, c'est chez soi. Voilà. Et je m'adresse à vous, et je le fais systématiquement quand je m'adresse à des gens qui ont leur carrière devant eux. N'oubliez jamais que on parle beaucoup de mobilité, par exemple, en ce moment dans l'Europe. Moi, je trouve que la mobilité européenne, ça concerne tout le monde. Si la Bulgarie se vide de sa jeunesse, ce n'est pas un problème bulgare. C'est un problème pour vous et moi. C'est un problème pour tout le monde. De la même manière que ça viendrait à l'idée de personne de dire qu'en France, la désertification rurale, c'est le problème que des agriculteurs. Non, la désertification rurale, les déséquilibres démographiques sont des déséquilibres qui concernent l'ensemble de l'espace. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir commencer vos carrières dans ces pays. Ils sont magnifiques et il y a énormément de travail. Voilà. Alors, vous avez parlé des Balkans et vous dites que les Balkans, comme ils sont dans l'OTAN, ils sont déjà un peu dans l'Europe, etc. Je vais beaucoup plus loin et je vais vous livrer ma première idée qui est fondamentale sur l'Europe. C'est que l'Europe, ce n'est pas un traité, ce n'est pas un accord international, ce n'est pas un accord multilatéral. Rappelez-vous qu'au moment où on crée l'Europe, on l'a oublié ça. Aujourd'hui, on parle de l'Europe, on refait l'histoire de l'Europe, on dit oui, il y a eu un traité en 1956, il y a eu l'accord d'Élysée en 1963, je crois, etc. Et on remet ça dans une histoire qu'on voit de notre perspective d'aujourd'hui, surtout vous, qui n'avez jamais connu la guerre. Mais au moment où on crée l'Europe, le Saarland est français. Au moment où on crée l'Europe, il y a des familles françaises qui déménagent pour aller à Baden-Baden, pour aller de l'autre côté du Rhin, parce que ce n'est pas encore l'Allemagne. C'est une zone d'occupation. Et le général de Gaulle, dans un de ses discours, a dit bon, on verra ce qu'on va faire, mais ça serait aussi bien que les deux côtés du Rhin soient français. Donc, et évidemment, les Allemands qui habitent de l'autre côté, ce n'est pas évident à vivre tous les jours. Hein, les Allemands qui voyaient les Français en Sarre française à cette époque-là, les appelaient les Speck-Französen. Hein, c'est-à-dire ceux qui voulaient rester français, on les appelait les Speck-Französen, c'est-à-dire ceux qui veulent rester français simplement parce qu'il y a plus d'argent du côté français puisque l'Allemagne était en ruine. D'accord ? Donc, on est dans un système de conflit. On est quelques années après s'être entretués et on n'est pas encore dans quelque chose qui ressemble à une vague discussion simple à mener sur comment on va faire. On est au cœur d'un conflit qui est dans la rue. On a des gens qui arrivent à Baden-Baden, des militaires français qui arrivent à Baden-Baden et qui vont voir des Allemands leur disant « Je réquisitionne votre maison, allez habiter à l'hôtel ». On est dans cet esprit-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a deux génies qui disent « Ok, tes enfants vont apprendre ma langue et mes enfants vont apprendre ta langue. Ok, on va mettre ensemble tout ce qu'il faut faire pour faire un canon, on va le gérer ensemble, comme ça, peut-être qu'on va arrêter de se faire la guerre. » C'est dans cette ambiance-là qu'on le fait. Donc l'Europe, pour moi, c'est d'abord un moyen de médiation. C'est d'abord une technique de médiation internationale. Une fois qu'on a posé ça, eh ben, on ne dit plus que l'Europe est l'avenir des Balkans. Une fois qu'on a posé ça, on dit aujourd'hui les Balkans, c'est l'avenir de l'Europe. Parce que ou bien on a été complètement givré, complètement utopiste, et il vaut mieux arrêter,
Ou alors, ce système de médiation, de la même manière, 20 ans après la guerre, 20 ans après s'être entretué, eh ben, il doit marcher dans les Balkans. Et je vais plus loin. Le jour où on créera, sur le même principe, une agence de l'eau en Palestine, c'est-à-dire le jour où les habitants, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, diront « Ok, on a le droit de s'engueuler, ok, l'esplanade des mosquées, on ne sait pas, mais en tout cas, l'eau, on la gère ensemble. » À ce moment-là, on aura fait une démarche européenne. Et c'est ça que l'Europe a à dire au monde. Donc, les Balkans sont aussi l'avenir de l'Europe. En plus, c'est un très beau pays. Ce sont des très beaux pays, 19 nationalités, 19 langues, une histoire fantastique. Voilà, je vous conseille, tant que vous êtes jeune, allez visiter le lac d'Ohrid, allez visiter la Bulgarie, allez passer en Albanie. Ce sont des endroits où on comprend mieux ce que sera l'Europe demain. Voilà, donc première idée là-dessus. Après, est-ce que comment l'Europe a été, comment l'Europe s'est positionnée par rapport à cette crise? Alors, elle n'a pas été visible au début de la crise, ça c'est clair. Dire qu'elle a été absente, c'est oublier, comme d'habitude, que quand l'Europe fait des choses bien, ça ne se voit pas. Alors, il y a quelque chose que personne ne sait, que personne ne dit en France, parce qu'en France, on s'occupe généralement un peu de soi, et on oublie de regarder un petit peu plus loin, mais qui a été très visible par les Français installés dans ma circonscription et par tout le monde. Moi, je me suis confiné le 6 mars, puisque j'avais été à l'Assemblée nationale, donc je me suis auto-confiné un peu avant les autres. Et donc, j'ai commencé évidemment, par l'intermédiaire de Zoom, de travailler avec mes concitoyens dans tous les pays d'Europe. Et le gros problème qu'on avait début mars, où moi, j'étais vraiment, je n'étais pas tranquille, je me disais, mais on va complètement se bloquer, ça va être terrible. C'était le fret routier. Parce que, d'abord, le fret routier, on serait tous morts s'il n'avait pas continué. Et surtout que le fret routier, c'était indépendant. C'était indépendant des problèmes de cluster, des problèmes de passation du Covid, puisque un routier, généralement, d'abord, il est tout seul dans sa cabine, et si on lui donne des consignes claires, il les respecte. Et d'ailleurs, dès le début, en France, par exemple, à l'intérieur des pays, la gestion des aires de routiers a été immédiate. On a su comment faire. On leur a demandé de faire gaffe. Voilà, il y avait des gants dans les stations et ils prenaient leur douche les uns après les autres. Toute cette profession a tout de suite compris que ce n'était pas très compliqué pour eux de faire attention. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y avait une telle cacophonie pendant 2 jours aux frontières que les chauffeurs refusaient de partir. Pas parce qu'ils se sentaient en danger, pas parce qu'ils allaient mettre éventuellement en danger les autres, parce que quand même, la chaîne ADN du Covid, pour se trimballer sur un camion, elle ne va pas résister, mais parce qu'ils disaient à leurs employeurs, mais ça change tous les jours en Hongrie, en Allemagne, en France, je ne suis pas sûr de revenir. Donc je ne vais pas partir, tu me donnes une mission d'1 semaine, mais peut-être que je vais rester 3 mois. Donc moi, je ne pars pas. Et donc on avait non seulement des énormes bouchons, mais on avait aussi des gens qui arrêtaient de partir et un blocage logistique de l'Europe qui était insurmontable. Et ça, j'exagère peut-être un peu en disant 4 jours, mais en 1 semaine, ça a été réglé par la Commission. La Commission a simplement dit, elle a compris le danger, et elle a dit à tous les pays, écoutez, vos règles pour les routiers sont à peu près les mêmes. Voilà un protocole. Si vous le prenez, prenez-le et engagez-vous en retour à ce qu'un arrêt aux frontières d'un routier, ce n'est pas plus d'1 quart d'heure. Et en 1 semaine, ce problème qui était un problème insurmontable, les premières fois que j'ai discuté avec mes amis et mes collègues entrepreneurs que je rappelais pour savoir comment ça allait, qui semblait un problème insurmontable au début, mais qui bloquait tout, hein, parce que vous comprenez, les chaînes logistiques d'approvisionnement, etc., tout était bloqué. Et non seulement bloqué, mais sans perspective. On ne pouvait même pas dire ça repart dans 15 jours. Et bien, on est passé de cette situation complètement angoissante à quelque chose qui marchait bien. Et cerise sur le gâteau, devinez quel est l'outil qui a permis à la Commission de surveiller que c'était appliqué.
Parce qu'il ne suffisait pas de dire aux gens, un quart d'heure, il y a des frontières partout. Donc, on a créé ces corridors verts qui ont rétabli les passages de routiers à travers l'Europe, du fret routier, et on l'a surveillé en temps réel avec Galileo. Galileo, c'est le futur GPS européen. Donc là, il y a des choses, voilà, l'Europe a été quand même un peu utile dès le début. Ceci dit, c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup frotté, qu'il y a eu des décisions un peu égoïstes, et puis il y a eu il y a eu dans la peur, les vieilles peurs remontent. Hein, donc voilà, il y a eu des épisodes extrêmement douloureux à la frontière franco-allemande, puisque la région Est était un cluster. Donc voilà. Alors après, si vous voulez, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup au foot, donc je ne connaissais pas l'histoire de Lyon-Turin. Je m'intéresse plutôt au rugby. Donc le rugby s'est arrêté tout de suite. On n'a pas fini le tournoi des Destination. Mais je crois qu'il fallait, c'est pas la frontière qu'il fallait, il fallait gérer l'immobilité à l'intérieur de Schengen. C'est évident qu'il fallait arrêter d'être mobile. Et on aurait dû, si on avait été mûr, on aurait dû plutôt gérer ensemble des clusters, parce que le cluster de Mulhouse, il risquait de faire autant de mal à Dijon qu'à Fribourg. Donc il fallait, et pourtant entre Mulhouse et Dijon, pour se protéger, on n'a pas fait des frontières. Donc il fallait le gérer autrement. Voilà, il fallait ce qu'a dit une de mes collègues au Bundestag que j'aime beaucoup, elle a dit il fallait du Grenzkontrolle et pas du Grenzschließung. Hein, il fallait contrôler les frontières, évidemment. C'était logique, surtout à côté de clusters. Comme en Roumanie, on a contrôlé des villes. En Roumanie, on a fermé des villes. En République tchèque, on a fermé des villes. Voilà. Donc, l'Europe, depuis, c'est quand même bien organisé. Alors, je reviens sur le 18 mai pour finir mon troisième point. Le 18 mai, c'est une rupture. Voilà. Le 18 mai, ce qui s'est passé le 18 mai, c'est une rupture. Ce n'est pas un plan de relance le 18 mai. Le plan de relance, ça va arriver maintenant. Le 18 mai, la rupture, c'est que quelque chose que moi, je sentais venir. Pour moi, je n'ai jamais dit que l'Allemagne était égoïste. Et je ne dis pas que le 18 mai, Merkel a enfin accepté ce que Macron propose depuis 2 ans. Ce n'est pas du tout ça. C'est que devant l'effort, devant des choses à faire, je résume parfois ça comme ça, vous pourrez le noter et le réfléchir. Le français recherche l'unité, qui est une espèce de permanence et qui est difficile, mais qui est permanent. C'est un état. Voilà. L'allemand, il recherche la cohésion. C'est-à-dire que l'allemand, ça ne l'embête pas de ne pas voir son voisin pendant 1 an et de lui faire la gueule. Voilà, en gros, je schématise, ils s'entendent très bien les Allemands entre eux, mais ça ne l'embête pas d'être dans un silo s'il n'y a pas besoin de l'autre. Ça ne l'embête pas d'avoir des petites entreprises plutôt que des grosses entreprises, d'avoir un Mittelstand, etc. Par contre, quand il n'y a pas d'autre solution, alors là, il faut se serrer les coudes et on ne discute plus. Hein, c'est un peu le rapport entre les Länder et le Bund. Et l'Allemagne, par rapport à l'Europe, moi j'ai toujours su que l'Allemagne ne laisserait jamais tomber l'Europe et jamais tomber l'euro. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, cette crise a rapproché les deux positions parce que tout d'un coup, ça revenait au même. Il faut reconstruire l'Europe ensemble. Et ben donc, du coup, les Allemands ont dit, bien sûr, on va la reconstruire ensemble. Bien sûr, on ne s'en sortira pas tout seul, nous les Allemands, même si on est un peu en avance sur les autres. Donc, bien sûr, il va falloir qu'on ait un plan ensemble. Bien sûr, ça doit faire des centaines de milliards. Oui, bien sûr, si ça doit être financé par la dette, nous le finançons par une dette, mais en sachant où elle va. Donc, il faut vraiment voir ça comme une rupture et comme une logique, enfin, de quelque chose qui serait, pour reprendre une antienne européenne, voilà, on a fait quelque chose ensemble dans la diversité, enfin. Voilà, je prends que ces 3 points pour l'introduction. Je suis prêt à… Alors peut-être juste pour que les questions soient ciblées, ma circonscription, c'est donc les pays du V4, hein, Pologne, République tchèque, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, les 6 des Balkans de l'Ouest, Autriche, Allemagne. Voilà, pour que… Enfin, je peux répondre à des questions sur l'Ukraine, etc., mais je suis plus centré sur ces pays-là, que j'appelle le cœur de l'Europe. Voilà, je suis à votre disposition maintenant. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, écrivez dans le chat avec l'outil converser sur quoi elle porte pour qu'ensuite moi je puisse regrouper un peu par thème et je vous débloque le micro par ordre d'arrivée des questions.
Skierniewski, c'est un nom de ma Mhm. circonscription, ça. C'est polonais. Bah oui, j'avais compris. Donc Nathan, Guillaume, c'est parti. C'était une question que Didier m'a envoyée. Didier, je ne sais pas si vous voulez la poser directement ou si je la pose pour vous. Il y a encore peut-être activer le micro de Didier. Pardon. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, je suis un Français de l'étranger. En fait, je suis le seul qui ne sont pas étudiant dans ce groupe ici. On est tous étudiants. On est tous étudiants. Voilà, un jour ou l'autre. Je suis un Français qui habite à Luxembourg, en fait. Donc, je ne suis pas non plus dans votre circonscription. Donc, je ne pourrais pas voter pour vous. Mais en étant à Luxembourg, on a vu un peu les différents. En plus, on est dans un tout petit pays, donc une des craintes du Luxembourg, c'était aussi que les frontières se ferment, parce que d'ailleurs le Premier ministre l'a dit, si les frontières se ferment, on est mort. Et en plus, les infirmiers et les médecins qui travaillent à Luxembourg, c'est des infirmiers essentiellement français. Donc, si la France avait fermé ses frontières, le Luxembourg se serait retrouvé dans une situation absolument impossible. Et donc, voilà, il y a eu même des malades français qui ont été amenés à Luxembourg. Donc, c'était un bel exemple de la coopération européenne. Néanmoins, de Luxembourg, on voit ce qui s'est passé en France et en Allemagne, par exemple. Et on se pose vraiment la question de savoir pourquoi l'Allemagne a une telle réussite. On parle de mort, c'est toujours un peu compliqué, mais pourquoi est-ce qu'en Allemagne, il semble que la stratégie qui a été adoptée a eu plus de réussite que ce qui s'est passé en France? C'est une question qui se pose et qui revient assez régulièrement. Et puis, comme deuxième petite question, si vous voyez à Luxembourg, on a eu, chaque habitant et chaque travailleur frontalier a eu 50 masques distribués. En France, ma pauvre mère a eu un masque distribué alors qu'elle a 86 ans. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été réussies dans certains pays et peut-être pas aussi bien réussies dans d'autres. Oui, alors sur la gestion différente des pays, etc., je ne vais pas rentrer dans les débats masque, pas masque, etc. Moi, je suis chargé de contrôler le gouvernement. Pour l'instant, nous le contrôlons avec une mission d'information qui se transforme en mission d'enquête. Donc, chaque chose en son temps. Et je vous rappelle qu'on n'est pas encore sorti de la crise. Il faut faire attention. Voilà. Et donc, on fera ça en temps utile. Il y a quelque chose que je donne déjà comme satisfecit au gouvernement en France, contrairement à, au buzz ambiant, mais je ne suis pas très sensible, moi, à la médiatisation. Je n'ai même pas la télé et j'ai dû commencer à m'occuper de ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis que je suis élu, donc c'est un peu difficile. Mais franchement, je crois, à regarder avec objectivité, que le gouvernement a eu cette qualité de parler en transparence dès le début. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes en sciences politiques, je vous conseille d'aller écouter, mais écouter, pas uniquement lire, écouter le deuxième discours du Premier ministre à l'Assemblée. Ça va être, ça va être début mai, ça va être pour l'annonce du déconfinement. De tête, je n'étais pas encore en France, donc ça doit être le mardi de la dernière semaine d'avril ou le 6 mai ou le 5 ou 6 mai. Allez l'écouter, c'est un beau discours justement de transparence gouvernementale. C'est-à-dire c'est un politique qui dit j'assume ce que j'ai choisi. Voilà. On a le droit de pas être, on aurait le droit de, voilà, si quelqu'un avait été à ma place, il aurait peut-être fait autre chose. J'assume ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je l'ai fait. Voilà sur l'enchaînement intellectuel qui m'a amené à le faire. Voilà. Et il dit, parfois, il dit peut-être que l'on s'est trompé là. Oui. Ou là, peut-être qu'on aurait dû faire autrement. Il le dit, il le reconnaît. Donc, voilà. Déjà, j'espère que vous n'êtes pas dans les discours complotistes. Mais en plus, je pense qu'il y a quelque chose de plus qui était le côté… franchement, je l'ai senti dans notre majorité. Moi, je ne suis pas un politicien professionnel, mais j'ai senti qu'on était qu'on était au front. Alors, il y a toujours des vieux politiques qui sont dans l'image et dans le « est-ce que je vais me faire élire ?» Mais tous les autres, et la grande majorité, en particulier de mes collègues et des gens au gouvernement, étaient dans une attitude de dire « mais
voilà, l'important, c'est qu'on prenne des décisions, qu'on les prenne bonnes, et c'est pas de savoir ce que va dire, ce qui va être raconté sur BFM ou pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, nous a beaucoup aidé. Différence entre la France et l'Allemagne. D'abord, il y a le premier cluster. Voilà, le premier cluster de Mulhouse. Voilà, il y a même des scientifiques qui disent que c'était un peu au hasard. En plus, il paraîtrait que c'est pas tout à fait le même. On n'a pas encore vérifié, mais il semblerait que c'était une souche qui est arrivée, puisque c'était un rassemblement international. C'était pas tout à fait la même souche que celle qui est arrivée en Allemagne, etc. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a un premier cluster, donc qui part à toute allure, voilà, il y a une différence par là. Après, la différence en Allemagne, c'est aussi une différence moi j'en oublie une. Ah oui, la différence de statistiques. Hein. Donc, si vous voulez, l'Allemagne a eu des morts aussi. Hein. Donc voilà, qui sont à peu près la moitié. Donc c'est pas comparable, mais c'est pas non plus la Pologne où il y en a 1000. Quoi. C'est quand même, il y en a eu en Allemagne des morts. Hein. C'est près de 10 000. Bon, voilà, et quand on compare au nombre de contaminés, le calcul des contaminés en Allemagne a été un peu différent de celui des Français. Donc, il faut être très prudent sur ces chiffres statistiques. Par contre, ce qui s'est passé en Allemagne et qui pour moi est déterminant, c'est, comment dire, en Allemagne, c'était pas la guerre. Hein, c'est-à-dire, on n'avait pas un général avec un sergent qui nous disait ce qu'il fallait faire au début. On en est sorti en France. On est très rapidement revenu, et puis moi qui suis un extrême centriste, donc un Girondin, je suis très content qu'on soit sorti très rapidement de cette espèce d'ambiance où on nous disait tout ce qu'on avait le droit de faire et ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Mais en Allemagne, c'est très intéressant, il y a un des lycées français en Allemagne qui a comparé les deux discours, alors sans faire de jugement de valeur, hein, je ne fais pas de jugement de valeur, mais en Allemagne, ça se va ernst, c'était sérieux. Voilà. C'est-à-dire, le discours politique, le discours de Merkel, c'est-à-dire, c'est sérieux. Et donc, je suis sûr qu'en Allemagne, alors il y a aussi eu des mesures de confinement, il y a eu un peu les mêmes choses, il y a eu aussi un résultat qui est quand même mitigé parce qu'il y a quand même pas mal de morts, mais il y a eu une appropriation collective à tous les échelons, donc Bund, Land, municipalité, famille, qui a été un peu différente de la France. Et comment dire, c'était intéressant de voir la dégringolade, comment dire, sur toute la chaîne. Moi, j'écoute souvent les informations allemandes, etc. Et une interview, mais on était encore en mars, quoi, on interview la maire d'un secteur très touristique qui dit, mais très calme, qui dit, bah oui, on va tous être en ruine dans 15 jours, mais il faut arrêter. Voilà. Donc, c'était sur des îles. Hein, donc, oui, il ne faut plus envoyer les bateaux. On va être en ruine, on ne sait pas comment on va faire, mais elle le dit très calme. Et je pense que c'est un rapport de la société au collectif, un peu ce que je disais tout à l'heure sur la cohésion par rapport à l'unité. Il fallait faire. C'était sérieux, donc on s'y met, on le fait. Voilà. Et je crois que quelque part, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Mais les chiffres, on verra à la sortie. Hein. Puis l'Allemagne a des clusters en ce moment. Hein, donc, l'Allemagne n'en est pas tout à fait sortie. Elle a des clusters qui sont un peu inquiétants parce qu'ils sont pas uniquement géographiques, ils sont aussi professionnels, ce qui veut dire un manque de maîtrise. Hein. Donc, il faut être très, très prudent sur les chiffres. Mais la différence est indéniable. Voilà. Et puis, j'oublie un point. C'était bon ? Très bien. Merci. Merci. Ensuite, on a une question de Jonathan, je crois, sur Viktor Orban. Il me semblait bien. Je ne sais pas si on m'entend du coup. Très bien. Ok. Alors du coup, j'avais une question par rapport à la situation actuelle en Hongrie, notamment avec Viktor Orban, qui a eu il y a quelques semaines des pouvoirs spéciaux pour gérer l'épidémie. On a vu là-bas que beaucoup dans l'opposition ont critiqué ces pouvoirs spéciaux qui étaient plus utilisés selon eux à des fins politiciennes plus qu'à des fins sanitaires. Et je voulais avoir votre ressenti par rapport à cette situation. Est-ce que vraiment la démocratie en Hongrie et dans la région
elle est vraiment aussi menacée qu'on le dit, ou à l'issue de cette Non. crise, qu'est-ce qui va en surgir finalement? Non, elle n'est pas menacée. Alors, je vais être très clair là-dessus, mais je vais sortir un peu de la crise Covid. Donc, je reviendrai sur Orban, mais parce que c'est un sujet sur lequel je m'affronte depuis pas mal de temps avec pas mal de mes collègues. Raccourcissez-moi si je suis trop long, mais c'est un sujet qui m'intéresse. En termes d'intégration européenne, et c'est des pays que je connais bien, je n'ai aucune inquiétude sur la Pologne, sur la Hongrie. Aucune. Ce sont des pays qui sont profondément européens. Par contre, ils le sont à leur manière. Et parfois, ce que je disais tout à l'heure, en France, on a tendance à penser que tout le monde pense comme la France. Voilà. Je vous rappelle, on parle de laïcité en France. Je vous rappelle que expliquer, quand vous allez sortir de la frontière, allez expliquer à un Allemand qu'en France, citoyenneté et nationalité, c'est à peu près synonyme, il va vous prendre pour un dingue. En Russie, pendant très longtemps, et aujourd'hui encore en Lituanie, sur son passeport, on a 2 lignes. Citoyenneté lituanienne, nationalité russe. Okay. Et dans 90% des pays du monde, la citoyenneté et la nationalité, ce sont 2 notions différentes. Ça vient à notre histoire. Moi, j'en suis très fier de notre histoire de France. Je m'excuse de faire cette petite parenthèse, mais c'est important pour bien. On ne peut pas venir dans ces pays en disant il faut que ça marche comme chez nous. Voilà, donc cette notion, par exemple, cette différence entre nationalité et citoyenneté, c'est quelque chose, mais voilà, moi je suis marié avec une Polonaise qui connaît la France depuis 40 ans, je vous assure qu'elle a eu du mal à s'y mettre au début. Dire, mais attends, mais non, oui, d'accord, il est français, mais t'es copain à nous, ou des trucs comme ça, mais c'est pas. Pour eux, c'est difficile. Naród, c'est un mot qui vient de racine. Donc, c'est des choses complètement différentes. Ah oui, bien sûr, il vote, bien sûr, il est engagé, bien sûr, il est élu, bien sûr. Oui, mais il y a 2 choses différentes. Voilà, c'est comme si. Alors, quand en plus, j'ai expliqué à ma femme que si elle voulait devenir, parce qu'un jour, elle a voulu devenir française, vous savez comment on appelle ça, nous, en plus? Quel est le mot? On prend un 3e mot pour ça. Ça s'appelle naturaliser. Vous imaginez, elle est linguiste, ma femme m'a dit, ah bon, je vais changer de nature. Voilà. Donc, il faut vraiment, quand on veut essayer d'expliquer l'Europe, c'est uni dans la diversité, ce n'est pas un vain mot. Donc, si on est uni dans la diversité, mais en restant le cerveau collé à la Tour Eiffel, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, la Hongrie n'a pas digéré Trianon. Point, terminé. On a fait le centenaire de Trianon. Voilà. Mais elle se sent très bien en Europe. Ça a été la première nation qui a eu un projet vraiment européen. La première nation qui a essayé d'avoir un projet multiculturel, multiethnique, multinational dans les Balkans. Okay, bon, je ne dis pas, c'était pas un très très bon projet. Ne me faites pas dire ce que je dis pas quand même. Mais voilà, donc elle se sent bien en Europe là. Voilà. Alors après, je prends la Pologne, et puis après je reviendrai à Orban, parce qu'Orban c'est un épiphénomène. La Pologne, la profondeur de la Pologne, ils sont complètement européens, ils ne feront pas 2 fois l'erreur. En 2004, ils ont voté je crois que c'était participation 80%, vote 80%. Okay, donc, pour être en Europe, parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire de ne pas être en Europe. Et ils ont bien compris que c'était quelque chose que c'était la fin de leur malheur. Voilà. Alors, les Polonais, c'est autre chose. Les Polonais, c'est quand on dit il y a 2 Polonais, il y a 3 opinions qui se disputent. Voilà. C'est ce qu'on dit. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est pas moi. Mais voilà. Donc, le Polonais, c'est la petite noblesse, c'est un peu l'individualisme, etc. Donc, c'est la fierté, etc. Mais ils sont complètement, ils ne prendront jamais l'Europe. Et ils aideront l'Europe. C'est un peuple jeune, un peuple qui a énormément d'idées. C'est un peuple qui a fourni des génies. Voilà, Copernic, il est polonais. Notre Marie Curie, elle s'appelle Skłodowska. Voilà, donc ils vont venir et ils seront là et on pourra compter sur eux. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des régimes politiques. En Pologne, il y a un régime politique qui est la fin d'une dispute qui existait à l'intérieur de Solidarność, qui a rapport à comment on se débarrasse du communisme.
il y avait à l'intérieur du syndicat Solidarność, il y avait deux courants, après 81, avant non, mais après, il y a deux courants. Il y a ceux qui disent, quand Gorbatchev arrive, il faut y aller, c'est l'occasion, il faut qu'on négocie, il faut qu'on avance. Ok. Donc là, il y a Valéza, il y a les intellectuels, Mazowiecki, Kuroń, etc. Toutes tendances politiques confondues. Kuroń est très à gauche, Mazowiecki est plutôt à droite. Balcerowicz est un libéral, hein, mais qui disent on peut sortir le communisme, on peut les virer. Okay. Et de l'autre côté, il y en a généralement un peu plus près du terrain, quoi, pour être poli. Donc, les jumeaux Kaczynski, le père Morawiecki, des gens comme ça, l'évêque enfin, il n'était pas encore évêque, mais le curé de Gdansk, qui maintenant tient Radio Maria, qui disent non, on ne discute pas avec le diable. Voilà. On les zigouille et après on passe. Voilà. Il y a un vote, on en parle très peu, mais il y a des votes derrière les grilles des chantiers de Gdansk et c'est l'option Valéza qui gagne. Donc ils vont à la table ronde, mais à la table ronde, il faut savoir que derrière, il y a des gens qui faisaient la gueule. Voilà. Ils gagnent premières élections à 75% de liberté, puis Nash président, Vache président, Nash première, hein, votre président, hein, il négocie avec le Parti communiste, le président sera communiste, mais le Premier ministre, ça sera de chez nous. Voilà, et puis petit à petit, tout s'enchangle et les communistes finissent par disparaître. Disparaître? Non, évidemment non. Ils n'étaient pas fous, les communistes. Okay, ils savaient très bien, il y en a qui avaient préparé le coup. Donc, dans la libéralisation, qui c'est qui se retrouve chef d'entreprise, qui c'est qui se retrouve même maire d'une grande ville, etc. Ben, c'est des anciens communistes. À ce moment-là, ça se dispute. Vous avez, à la sortie du communiste, il y a 25 partis centristes. Voilà. Même en France, on n'a jamais fait ça. Parce que, mais non, moi j'avais dit ça, toi tu avais dit ça, etc. Donc ils se disputent. Voilà, Valéza qui gagne, alors qu'il ne fallait jamais que Valéza gagne la présidence, il fallait que ce soit Mazowiecki. Bon, voilà, j'ai fait campagne pour Mazowiecki, mais c'est Valéza qui a gagné. Et en 95, eh ben, les communistes reviennent. Alors, officiels, hein, comment il s'appelait Kwasniewski, il revient. Kwasniewski, c'était un ancien ministre des Sports de Jaruzelski dans les années 80. Et il est élu président de la République. Alors là, les gens se disent, bon là, ça ne va plus. C'est là qu'on crée, comment on se rassemble quand on est 27 partis qui en a ras-le-bol de perdre. Et ben, on fait une plateforme. C'est de là que vient le nom, plateforme Obywatelska, PO. Okay, sauf des partis qui disent, non, vous nous avez déjà eu une fois, on ne veut pas, donc nous, on reste dans notre truc, et qui créent le parti Droit et Justice, en disant, nous, on réglera nos comptes jusqu'à la fin. Voilà. Et petit à petit, ce parti perd, puis un jour, il gagne sur des thèses populistes, sur des allocations familiales. Il gagne une fois en 2007, c'était une catastrophe, il est viré au bout de 2 ans. Et là, cette fois-ci, quand il vient en 2015, assez adroitement, Kaczynski dit « Ok, on gagne, mais je ne serai pas Premier ministre parce que je ne sais pas faire. » Voilà. Donc, il tire les ficelles derrière. Voilà. Mais c'est un phénomène de maintien au pouvoir, c'est un phénomène de… Voilà, mais ça ne dénote en rien. Et chaque fois, depuis 2015, chaque fois qu'ils ont failli aller trop loin, ils sont revenus. Voilà. Les juges, ils n'y arriveront pas, ils reculeront. Ils ont déjà reculé 1 fois, 2 fois, 3 fois sur l'histoire des LGBT free. Ils reculent. Dès qu'il y a un danger d'être vraiment mis en cause par rapport à un certain nombre de valeurs européennes, ils reculent. Voilà, ils reculent parce qu'ils savent très bien que la population ne les suivra pas. Vous savez, ma fille, elle a 28 ans, elle vit à Varsovie, elle est mariée, elle n'a aucun problème, elle se sent bien et il est hors de question qu'on lui demande un jour de quitter l'Europe ou de dire que celui qui n'est pas pareil et qui ne parle pas ma langue, c'est le mal. Hein. Voilà. Voilà. Et puis, bon, l'Église polonaise, elle va aussi vivre des crises. Donc, voilà. Orban, c'est différent. Orban, c'est vraiment un autoritaire. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de mettre le pays sous sa coupe. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'Orban, il est élu sans tricher. Il est élu sans tricher. Et c'est un politicien très habile. Kaczynski n'est pas très habile. Hein. J'essaye, comme vous m'enregistrez, j'essaye de ne pas dire de mots qu'on pourrait me reprocher un jour, donc j'essaie d'être prudent. Mais voilà, Kaczynski, il n'est pas très habile, on va le dire comme ça. Orban, c'est un très fin politicien. Vous savez où Orban commence
sa campagne des dernières législatives, hein, il y a 2 ans, 3 ans, il commence sa campagne des législatives devant 1000 Hongrois qui vont voter pour lui. Hein. Il commence sa campagne législative en Voïvodine, en Serbie, pour les Hongrois de Serbie. Il veut une Europe avant Trianon. Et ça marche. Voilà. Si vous voulez, si un jour il y a un parti en France qui arrive à orienter l'élection pour savoir s'il faut qu'on soit champion du monde de foot ou pas, je ne sais pas s'il ne va pas gagner. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, mais ça ne, c'est pas une, je veux dire, sur le démocratique. Alors bon, il a peut-être des affaires, hein, tout le monde le sait. Ça, je ne parle pas de ça. Hein. Mais sur le côté fonctionnement, eh bien, il est élu parce que les gens le veulent. Hein. Voilà. Alors, effectivement, dans les grandes villes, à Budapest, il est dégommé parce que les grandes villes, c'est des gens qui réfléchissent un peu plus et qui font gaffe. Mais voilà. Et bon, les pouvoirs, les pleins pouvoirs, bon, évidemment, il a essayé d'en jouer, mais sur le plan juridique, c'était un peu tiré par les cheveux, les reproches quand même. Hein. Voilà. Bon, c'était pas à la française, mais la constitution hongroise n'est pas aussi bien bordée que la française. Voilà, il a essayé sur 2 lois, il a essayé d'aller un peu trop loin. Il n'y est pas arrivé. Et voilà, puis il a rendu les pouvoirs. On est allé un peu loin dans l'insulte. Par contre, Orban, il faut se méfier d'Orban. Voilà. C'est comme si, voilà, le jour où, je veux dire, quand un Front National gagne une élection en France, ce qui s'est déjà passé et ce qui peut se passer, il faut être attentif derrière. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas gagné l'élection. Et il ne faut pas dire, c'est pas parce qu'il y a des maires qui ont gagné une élection, il y a des maires au Front National qui ont été élus, que les villes ne sont plus gérables ou que les villes sont pestiférées. Ou que la démocratie n'existe plus dans la ville. C'est pas vrai. S'il y a eu un maire Front National, c'est parce que les Orangeois l'ont voté. Voilà. Après, quand on leur a enlevé des livres à la bibliothèque en leur disant qu'il ne faut pas lire ça, il y en a quand même qui ont commencé à se gratter la tête. J'espère. Mais c'est différent, ça. Vous comprenez, c'est différent d'assimiler des choix démocratiques. Vous savez, comme quand il y aura une majorité d'imbéciles, la démocratie, ça va être difficile. Voilà, sur la question des Hongrois. Mais, alors, par contre, excuse-moi, je finis quand même. Il y a 2 pays, par contre, dans ma circonscription qui m'inquiètent. Parce que là, dans la profondeur, il y a des problèmes d'intégration et sur la mentalité. Ça va mettre plusieurs générations à aller dans le bon sens, je pense. C'est la République tchèque. Voilà. En République tchèque, ne pas être tchèque, c'est même pour des gens de gauche tchèque. Voilà. Être rom en Tchéquie, c'est quand même pas simple. Hein. Et puis la Croatie, où la notion de comment dire, il y a une porosité avec l'ancienne notion de Yougoslavie. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est être croate, qu'est-ce que c'est ne pas être croate, qui est assez compliqué et qui fait que c'est un pays qui est quand même relativement, d'abord, qui a des réflexes de fermeture. Hein. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs étrangers qui sont capables de venir s'imposer à des ingénieurs croates. Hein. Ça, je vous le dis pour l'avoir vécu. Et puis, il y a une porosité avec l'Herzégovine, par exemple, qui font que c'est un pays qui peut avoir des problèmes d'intégration, je dirais, de société à société. D'accord. Juste pour préciser sur ce thème, moi j'aurais une question sur les relations entre ces pays de l'Est, notamment du coup la Pologne et la Hongrie. On a tendance à penser du point de vue français qu'il est impossible de les sanctionner car il faudrait l'unité des autres pays membres et qu'ils ne se tireront jamais des bâtons dans les roues entre eux. Est-ce que c'est vrai? Et plus largement, dans tous ces pays qu'on vient de citer, est-ce qu'ils sont si unis que ça? Est-ce qu'on peut parler de bloc de l'Est à l'intérieur de l'Union européenne? Ou est-ce que pas du tout et il y a d'autres jeux d'alliance qui existent à l'intérieur de l'Union? Oui, non, je crois qu'il y a 2 faux sens dans ce que vous dites, enfin à mon avis. Hein. Mais je vais commencer par le deuxième.
contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne crois pas que l'Europe soit des jeux d'alliance. Je crois que l'Europe, c'est des jeux de… Comme je dis tout à l'heure, je suis médiateur aussi, moi, donc on parle souvent de… Il faut passer des intérêts particuliers à trouver des intérêts communs. Voilà. Mais alors, il y a des pays, il y a des gens, quand on fait une médiation à deux, enfin, entre personnes, et puis il y a des pays, quand on essaie de trouver des médiations entre les gens, qui ont plus de mal à trouver les intérêts communs par rapport à leurs intérêts personnels. Mais on ne peut pas parler d'un bloc ou voilà, peut-être à la rigueur, vous pouvez le lire dans certains discours de politique électorale, oui, peut-être, oui, ça d'accord. Mais dans le vécu de l'Europe, y compris au Parlement européen, y compris au Conseil, y compris à la Commission, il y a des commissaires, il y a un commissaire européen. Le commissaire européen polonais, il s'occupe des agriculteurs d'Espagne comme des autres. Hein. Je veux dire, il n'est pas dans un rapport de bloc à bloc. Hein. Il a très bien compris, c'est quelqu'un de costaud. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de bloc. Et même, je suis sûr du contraire. Je pense qu'on a des… J'aime pas non plus le terme d'Europe concentrique. Hein. Je pense qu'on a, comme dans une famille, on construit des choses avec les uns plus vite, avec les autres moins vite, et que que c'est des choses qui sont une fois c'est avec lui qu'on s'entend bien, une fois c'est avec un autre qu'on s'entend bien. Regardez l'attitude par rapport à la déclaration du 18 mai. Les Bulgares et les Roumains ont sauté dessus aussi vite que les Italiens. Les Polonais ont très vite compris. Les Hongrois ont commencé à négocier en disant qu'ils ne voulaient pas, mais en sachant. Voilà, donc je ne crois pas à cette notion de bloc en Europe. Hein. Je crois que et peut-être que c'est le Parlement qui nous en protège, parce que le Parlement européen est un des parlements, contrairement à ce qu'on croit, est un Parlement qui marche vraiment bien dans son rôle démocratique et dans son rôle de compromis. C'est un Parlement qui marche vraiment bien. On a vraiment des groupes qui travaillent et des groupes tout pays, etc. Donc, je ne crois pas à ce que vous dites là. Et par rapport aux sanctions, à la notion de sanctions, est-ce qu'on prend des sanctions parce que l'autre ne veut pas, etc. Non, je crois que les sanctions ne sont pas prises parce que ce sont deux pays qui ne veulent pas qu'on prenne les sanctions, donc qui jouent avec le feu. Pas le feu, mais qui jouent avec la… Voilà, puis qui se retirent au moment où ils sentent que la sanction risque de tomber vraiment, ils changent le truc. Voilà. Et vous savez, les sanctions, c'est assez compliqué, le règlement européen. Voilà, et c'est une discussion. Et en ce moment, là, c'est un peu chaud pour les Polonais sur la validité, enfin la suspension du tribunal, de ceux qui ont été nommés au tribunal constitutionnel, mais ils ont reculé avant-hier. Hein. C'est-à-dire que ce tribunal qui n'était censé pas être la Cour de justice européenne leur dit ces juges que vous avez nommés de cette manière, ça ne va pas. Vous ne nous avez pas encore répondu à notre 25e lettre, etc. Les Polonais disent oui, mais on va vous répondre, on a 2 mois pour répondre. Et donc la Cour de justice dit OK, mais alors vous les suspendez. Hein, vous suspendez leur rôle tant que vous ne nous avez pas répondu. Et là, la Cour de justice a le droit de faire ça, et ça, c'est exécutoire. Donc, les Polonais disent, si c'est exécutoire, on le fait. Pas question qu'on se fasse foutre dehors ou qu'on se fasse sanctionner. Donc, ils le font. Mais ils lisent le truc à la lettre, et à la lettre, c'est sanctionner dans son rôle dans son rôle de juge disciplinaire. Hein, puisque c'est le tribunal qui juge les juges. Donc, voilà. Et la semaine d'après, ce tribunal, donc qui est un peu à la botte quand même, voilà, accuse un juge au pénal. Et la Pologne dit à l'Europe, mais non, ce n'était pas du disciplinaire. Donc évidemment, le juge dit, ben oui, mais ce tribunal n'a pas le droit de mettre… Moi, j'y vais pas, ce tribunal n'a pas le droit de me juger au pénal. Et comment ça, un tribunal? Tout le monde a le droit de vous juger au pénal, c'est dans la Constitution, voilà la dispute. Bon, le gars, il dit très bien, j'y vais, mais je ne rentrerai pas dans la salle. Donc il y va pour montrer qu'il était là, il ne rentre pas dans la salle. Et le tribunal recule, évidemment. Le tribunal prend la décision en disant non, nous ne sommes pas compétents. Donc, je ne sais plus comment ils ont fait. Bon, ils ont reculé. Donc, c'est plutôt un jeu avec cette
un jeu pour montrer pour montrer ses bras par rapport à l'Europe, pour un discours, pour un truc comme ça, mais jamais ils sont allés exactement là où ils étaient complètement hors la loi. Vous savez, ils ont des très bons juristes, hein, francophones, anglophones, etc. Donc, mais ce n'est pas du tout une histoire que l'Europe ne peut pas parce que les Roumains défendent les Hongrois qui défendent les trucs, etc. Pas du tout. D'accord. On a une question de Nathan après. C'est bon, je pense. Oui. Bonsoir, Monsieur Petit. J'avais une question sur l'Union européenne et son avenir à la suite de la crise sanitaire, économique, sociale du Covid. En ce qui concerne la coopération entre les différents États membres, est-ce que vous pensez qu'on va parvenir à aller vers davantage de coopération, que ce soit par exemple pour l'étude, la recherche sur un vaccin, du protectionnisme par exemple aux frontières de l'Union européenne, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas un risque davantage de repli de la part à la fois des gouvernements, mais aussi des électeurs avec plus d'eurosceptisme et éventuellement, à l'issue de toute cette crise, davantage de difficultés, que ce soit par exemple pour les flux marchands ou de personnes aux frontières ou pour la relance économique. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque de voir la coopération européenne diminuer? Alors, oui, il y a toujours un risque de repli. Voilà, on a toujours le risque le risque de la guerre, le risque de la violence, il est toujours là. On vit dans des sociétés qui, pour moi, le gros problème du monde aujourd'hui, c'est la violence. Parce que je crois que le propre de l'homme, c'est le conflit. Mais le propre de l'homme, c'est de gérer ces conflits en dépassant la violence, c'est-à-dire en étant capable de les maîtriser. C'est pour ça qu'on n'est pas des animaux. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, de comprendre et d'accepter qu'il y a un conflit. Le seul endroit où il n'y a pas de conflit sur Terre, c'est les cimetières. Hein. Voilà. Je suis sûr que je vous enferme tous dans une salle, vous serez en conflit dans 24 heures. Donc, le conflit, c'est la vie. C'est comme ça qu'on avance. Et la capacité à dépasser un conflit, à retrouver des intérêts communs, à se mettre, voilà, ça, c'est le propre de l'homme. Donc, sur ce risque de repli, évidemment qu'il existe. Évidemment qu'il existe. Évidemment que c'est plus confortable de dire que c'est la faute du voisin, c'est un grand con. Hein, je suis malheureux parce que son chien fait du bruit la nuit. C'est quand même plus simple de dire ça que de dire je m'ennuie parce que ma femme, ça fait trop longtemps qu'elle est là et mon voisin, il a une plus belle voiture que moi. C'est plus difficile de reconnaître ça et de le poser sur la table que de dire c'est un con et je l'accuse au tribunal parce que son chien aboie toute la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le repli, il est évident. Bien sûr, il y a un risque de repli. Voilà. Est-ce que ce risque de repli pourrait se traduire dans les urnes aujourd'hui? Ça, j'y crois pas trop. Parce que je crois quand même que, au moins pour encore quelques générations, j'espère mieux, mais je crois que l'enjeu de l'éducation, l'enjeu de la formation des citoyens est quelque chose qui est à peu près partagé dans tous les pays européens et reconnu. C'est-à-dire que même en Pologne aujourd'hui et même en Hongrie aujourd'hui, on sait bien qu'il faut envoyer les gens en fac. Voilà. Et qu'il faut que les gens réfléchissent et qu'ils deviennent plus astucieux. Bon, et voilà, plus il y aura de Hongrois qui iront faire de la recherche, plus il y aura de Hongrois qui se diront peut-être que Trianon, finalement, c'est pas la fin du monde et peut-être qu'on peut éviter d'avoir un gars trop autoritaire à la tête du gouvernement. Donc, oui, il y a un repli, il y a un risque de repli, donc de violence. Est-ce qu'il y a un risque de repli électoral? Je ne crois pas dans les 5 ans qui viennent pour l'Europe. Voilà, maintenant vous posez deux questions. Un, la coopération à l'intérieur de l'Union. Oui, je pense qu'elle va être lancée et je crois qu'il y a une chose qui est en train de changer qui fait partie des objectifs de la présidence allemande. Ça tombe bien qu'on ait une présidence allemande après le Covid. Franchement, pour une fois, l'Europe a de la chance. Et ça fait partie, c'est la notion d'espace public européen. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'espace public européen. Voilà, c'est au cœur de mon mandat. Si Arthur
a parfois la bride sur le cou de mon côté pour travailler là-dessus, pour aller. Voilà, pour moi, il a carte blanche pour aller rencontrer du monde, pour créer des événements, pour créer des mises en relation. Nous n'avons pas d'espace public européen. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous lit un journal allemand tous les matins, ou est-ce que vous lisez Courrier des Balkans? Est-ce que vous lisez Courrier d'Europe centrale? Voilà. Il n'y a pas d'espace public européen. Et ça, c'est un problème. Parce que cette coopération, je pense que ça va venir, parce qu'on a été tellement secoué par cette crise que c'est un peu un effet de balancier, quoi. Mais ça, c'est un des enjeux des 3-4 prochaines années, quoi. Qu'on crée un espace public européen où ça se joue. Et ça se discute. Et on n'est pas en train d'être obligé de faire une conférence avec Sciences Po Lyon pour leur expliquer ce qui se passe en Pologne. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin d'appeler un Breton pour vous expliquer les résultats des élections régionales. Vous, parce que vous regardez les élections régionales, vous analysez les régions de chez vous, y compris en Corse, où vous n'avez pas l'air d'être corse. Donc voilà. Et cet espace public européen, ça manque. Le jour où vous direz, c'est ce que je dis souvent, par exemple, sur le plan de relance, l'autoroute ou la voie ferrée qui permettra de faire Bucarest-Vienne, dans un train confortable de nuit, etc., ce n'est pas quelque chose qui concerne les Hongrois, les Roumains et les Autrichiens. Ça enrichit les Bretons aussi, parce que c'est quelque chose qui va mieux marcher chez eux, c'est quelque chose qui va mieux marcher dans l'Europe, donc ça va mieux marcher quelque part pour eux. De la même manière que, même si vous ne l'apprenez pas tous les jours, vous vous dites, le TGV Paris-Marseille, c'est bien. Vous êtes content, même si vous habitez la Bretagne. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire, c'est dégueulasse, on a fait un TGV pour Marseille, pourquoi on a fait un TGV pour Marseille? Voilà, l'espace public européen, c'est ça, y compris pour les débats, y compris pour qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, est-ce qu'on doit… Voilà. Le problème de la différence militaire avec l'Allemagne, de la gestion militaire, il commence à sortir un peu, mais ça devrait être un débat public, ça doit être un débat dont on parle partout. C'est fondamental. C'est fondamental. Comment on gère nos armées quand elles partent à l'extérieur? Il faut qu'on en parle de ça. Mais ça devrait être un débat qui est porté aussi par un espace public dans lequel il n'y a pas que les décideurs au moment de faire un char en commun ou de faire un avion en commun qui en parlent. Voilà, donc coopération, oui, mais il va falloir que votre génération prenne ça à bras-le-corps. Prenne ça à bras-le-corps de penser, que vous n'êtes plus dans un espace franco-français. Je parle bien d'espace public, je ne parle pas de décision, de vote, d'élection, de région, d'organisation administrative, ou de Parlement européen ou de commission. Je parle d'espace public européen. Voilà. Alors, c'est pour ça que Erasmus est un très bon outil, parce que lui, il commence à créer ça. Voilà. Et puis une deuxième notion que vous avez, qui me tient beaucoup à cœur, que vous avez abordée, c'est la notion de frontière extérieure de l'Europe. La notion de frontière extérieure de l'Europe, c'est une notion fondamentale qui ne fait pas assez partie du débat en Europe. Et je pense que là, la crise du Covid va relancer ce débat. Moi, c'est pendant la crise du Covid la première fois où j'ai senti que quand j'ai expliqué ce thème, je suis un peu toujours compliqué. Moi, quand j'ai 2 minutes, c'est compliqué à me faire comprendre dans l'Assemblée, mais où j'ai eu l'impression que mes collègues comprenaient ce que je voulais dire. Quand je dis la frontière extérieure de l'Europe, ce n'est pas un problème de savoir où est-ce qu'on met les barbelés pour empêcher des pauvres gens de rentrer. Le problème de la frontière extérieure de l'Europe, c'est un problème politique, psychologique, de mentalité. C'est où est-ce que nous, on considère qu'on est chez nous, y compris sur le plan environnemental, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan démographique. Voilà. Moi, le Danube, c'est à moi. Autant que le Rhône. Voilà. Le Dniepr, non. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose, il faut que dans cet espace public européen et dans ce qu'on discute, il faut qu'on se pose ces questions. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires encore. La frontière entre, je vous l'ai dit tout à l'heure,
la frontière entre la Croatie et l'Herzégovine, donc entre la Croatie et la Bosnie, vous savez, vous avez autant de passeports européens en Herzégovine qu'en Dalmatie. Hein. C'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds de l'autre côté de la frontière européenne, mais ils ont un passeport croate parce que, pour les Croates, si je parle croate et que je suis en Herzégovine, à Mostar, je suis croate. Donc j'ai droit à un passeport. Donc je deviens européen. Donc là, il y a un problème de frontière. Moi, je suis pour que les 6 Balkans, les Balkans de 6, ils font partie de l'espace européen. Mais ces problèmes-là, ils vont être posés en Ukraine, entre la Pologne et l'Ukraine. Ils vont être posés sur des sujets. On parle de la Crimée. Là aussi, la relation à la Russie, c'est complètement différent. Il faut sortir il faut se décoller le cerveau de la Tour Eiffel, comme je dis quelquefois. Vous regardez la région de l'Est de l'Estonie. Il y a une région à l'est de l'Estonie, autour de Narva, la ville de Narva. C'est une région sociologiquement, linguistiquement, culturellement, économiquement, politiquement, c'est un calque de la Crimée. Ils parlent russe, ils ont des structures encore plus ou moins qu'ils ont gardées dans leur structure régionale de fonctionnement qu'il y avait quand ils faisaient partie de l'URSS. C'est une culture russe. Économiquement, ils se sentent un peu floués parce que c'est un peu la région la plus pauvre. Enfin, il y a toujours eu des tensions, ils n'étaient pas très bien industrialisés, etc. Donc, ils sont un petit peu moins bien lotis qu'à Tallinn. Voilà. Vous dites à un Estonien, après ce qui s'est passé en Crimée, son regard sur la Russie, ce n'est pas le regard d'un Français. Hein. Vous comprenez, il faut intégrer ces choses-là. Donc, la notion de frontière extérieure, je suis sûr que les Estoniens, on aurait une espèce de force de Bilbao jusqu'à Bucarest pour dire voilà nos frontières européennes. Ça, c'est chez nous et ça, c'est pas chez nous. Je pense que les Estoniens, on pourrait commencer à discuter de politique russe avec eux. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent, mais ce que les Russes ont fait en Crimée, ils peuvent très bien le faire là. Hein. Alors, c'est plus compliqué, je schématise beaucoup, mais cette notion de frontière extérieure de l'Europe, ce n'est pas qu'une notion de logistique et de douanier, etc. C'est une notion qui devrait être une notion politique, citoyenne, qui devrait être partagée, qui devrait être débattue, beaucoup plus que ce qu'on fait. Chypre. Pour moi, la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, pour être très clair. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec Chypre? On a des zones grises dans notre inconscient européen. Et ça, c'est grave. Merci. Ensuite, on a une question de Tom. Oui, alors j'avais une question pour rebondir en fait par rapport à ce que vous avez dit sur la coopération européenne, ce qui était très intéressant. Moi, à titre personnel, je partage tout ce que vous avez dit à peu près, mais j'ai une question à vous poser, ce qui n'est pas vraiment lié au Covid, mais qui est lié justement à la coopération et notamment à la défense européenne. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et vous êtes député d'une circonscription qui comprend la Pologne, et vous dites que vous avez vécu en Pologne, vous vivez en Pologne toujours. Quand on voit que la Pologne compte sur les défenses américaines pour la protéger, moi, à titre personnel, ça m'inquiète. Et dans dans une Europe post-Brexit et une Europe où les États-Unis sont plus vraiment un allié sous Trump, je me dis que la France et l'Allemagne sont peut-être un peu seules sur cette défense européenne, avec quelques autres bien sûr, mais des grosses puissances comme la Pologne ont l'air de ne pas faire confiance à la France pour la protéger et à l'Allemagne non plus. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette coopération peut aller jusqu'à de la défense européenne, pas seulement l'union économique? Oui, elle va y aller, c'est sûr. On fait un beau centenaire aussi cette année. On fait le centenaire du miracle sur la Vistule où l'armée française, enfin des généraux de l'armée française, dont le général de Gaulle, il y a 100 ans, avait aidé les Polonais à arrêter les bolcheviks qui étaient en train de déferler sur l'Europe. Donc voilà, il y avait le commandement polonais qui était sur ses chevaux, qui était très courageux, très plein d'honneur, etc., mais qui n'était pas très, très tacticien et qui s'était pris plusieurs défaites. Et c'est à Varsovie, donc il y avait le général Weygand, et
il ne devait pas être général de Gaulle à ce moment-là, il devait être juste sergent, il était dans le rang, mais il y était aussi, et qui ont arrêté, qui ont gagné la bataille de Varsovie. On va fêter les 100 ans, le centenaire le 15 août. Donc, moi, je crois, ce qui est un scandale en Pologne, c'est de ne pas avoir acheté les Caracal. Voilà. Ça, d'avoir ce qu'a fait le PiS, là, c'était inadmissible, parce que quand ils sont arrivés pour des raisons strictement d'image politicienne, ils ont cassé un marché qui était signé sur les hélicoptères français, pour dire non, nous, on est bien meilleur que ça, etc. Voilà. Après, le rapport entre la défense européenne et la défense de l'OTAN, c'est un peu plus complexe que ça. Ce n'est pas forcément une concurrence. Donc, que la Pologne dise, après tout, elle a une situation géographique. La Roumanie aussi est assez investie par l'OTAN. Ce n'est pas très étonnant. Voilà. Moi, j'ai bon espoir là-dessus parce que l'histoire polonaise, l'histoire de l'armée polonaise est une histoire, alors là, extrêmement tournée vers l'ouest. Vraiment. Enfin, vers son ouest à elle. Je ne suis pas très inquiet. Il y a plusieurs choses qui m'inquiètent quand même. Dans des zones qui sont beaucoup moins bien gérées. La Pologne, à un moment, il faudra qu'ils fassent un choix. Et quand ils feront ce choix, je ne vois pas comment même un gouvernement un peu réticent comme aujourd'hui, alors peut-être qu'ils vont perdre le 28, ça serait bien s'ils perdaient le 28, mais on verra le 28 juin. Et le 28 juin, il y a les élections en Pologne. Mais je ne vois pas comment un gouvernement polonais ferait passer au peuple polonais qu'on redevient un ennemi de la France et de l'Allemagne, même au prix d'avoir des Américains, parce qu'ils savent très bien que ça ne marche pas, quoi, et que ça ne tiendra pas la route, quoi. Donc là, je n'ai pas trop d'inquiétude. Là où j'ai un peu d'inquiétude en OTAN, d'abord, c'est la position de la Turquie, c'est quand même quelque chose qu'il faudra régler un jour. Et puis, ça c'est peu, mais la plus grande base américaine de l'OTAN et de loin en Europe, elle est au Kosovo. Voilà. Donc avant que le Kosovo fasse partie de l'Europe, avant que le Kosovo puisse marquer des choix un peu libres, un peu disponibles, voilà. Là, je me dis, il y a quand même une stratégie d'entrisme qui m'inquiète plus que du côté de la Pologne. Parce que alors là, sur l'échelle du Kosovo, avec les problèmes du Kosovo, et puis la taille du Kosovo, bon, ça veut dire que les Américains font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tellement important que là, je me sens un peu plus mal à l'aise avec ça. Voilà. Par contre, en Pologne, ce qui est pas normal, c'est de même qu'à Prague d'acheter chinois. Voilà, c'est pas normal que la Pologne. Voilà, ils vont changer, à mon avis. Il y a quand même même dans le parti au pouvoir, il y a quand même des gens qui disent ce qu'on fait n'est pas normal. C'est complètement stupide de pas harmoniser nos achats militaires avec nos voisins. Mais pour moi, c'est plus ça le problème que le rapport à l'OTAN. Ensuite, on avait une question plus centrée sur la France qui m'a été envoyée par message. Est-ce que vous pensez qu'on peut incriminer, qu'on doit incriminer nos dirigeants? Et qu'est-ce que vous pensez de l'immunité présidentielle et des mécanismes d'impeachment? Qu'est-ce que vous pensez de leur implémentation en France? Je n'ai pas compris. Je suppose que vous pouvez reposer? Je suppose que c'est dans le contexte de la crise du Covid et que certains ministres ont été poursuivis, subissent des plaintes qui ont été posées contre eux. On me demande si vous pensez qu'il est souhaitable qu'on puisse incriminer nos dirigeants et qu'est-ce que vous pensez de l'immunité présidentielle? Est-ce qu'on devrait introduire des mécanismes d'impeachment du Parlement en France? Alors, bon, moi je pense que la Constitution est pas trop mauvaise en France. Je veux dire, je pense pas qu'un Parlement qui voudrait, je veux dire, si le Parlement, il n'y aurait pas d'impeachment, mais là, je trouve que c'est plus efficace. Si le Parlement n'était plus d'accord avec le président serait obligé de suivre le Parlement pour former le gouvernement, comme ça s'est passé plusieurs fois en France. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait chercher une procédure d'impeachment qui ne correspond pas tellement
notre tradition, puisque nous, on ne change pas toute l'administration, etc. Donc, voilà, c'est-à-dire quand le Parlement n'est pas d'accord avec le président, à majorité, eh ben, le gouvernement est du côté du Parlement, est choisi par le Parlement et le président n'a plus grand-chose à dire. Hein. C'est quand même comme ça que ça marche en France. Il suffit de regarder 86, 88 et 97, 2002. Quoi. Donc, bon, voilà, je suis pas pour quelque chose, pour un impeachment. Sur la responsabilité des politiques dans leur choix, oui, évidemment, je suis pour. Alors, pas du président, encore une fois, je dis, puisque c'est pas lui, hein, c'est le gouvernement qui est exécutif. Donc, oui, commission d'enquête à l'Assemblée nationale, ça me semble évident. Oui, il va y avoir des choses qu'il faudra analyser. Encore une fois, je crois, je ne vais pas faire des plans sur la comète sur cette commission d'enquête et sur ce qu'on trouvera. Moi, je suis quelqu'un qui suis, voilà, quand je suis dans la majorité, mais je suis capable de dire au gouvernement quand je ne suis pas d'accord. Et je l'ai dit, et je suis pas, pour que ça soit clair pour tout le monde, je suis au MoDem, moi, je ne suis pas au parti LaREM. Donc voilà, on a eu notre liberté de parole depuis le début, et moi, même à l'intérieur du MoDem, j'ai ma liberté de parole. Je suis en friction en ce moment avec le ministère avec lequel je travaille parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Donc, très clair, et politiquement. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Une fois qu'on sera en commission d'enquête, on verra ce qui sort de la commission d'enquête. Moi, le crédit que j'accorde déjà à ce gouvernement, et en particulier à ce Premier ministre, que j'apprécie beaucoup pour ça, c'est une honnêteté intellectuelle et une transparence durant la crise. C'est quelqu'un, par exemple, je trouve que il n'y a pas tous les ministres, mais il y a beaucoup de ministres qui ont géré la crise de manière pro, comme on l'aurait fait dans une entreprise, avec un gestionnaire de crise, avec des gens qui se sont organisés pour gérer la crise tous les jours de manière pro. Après, qu'on conteste certaines décisions, ben on verra. Est-ce qu'ils ont fait des fautes qui nécessiteront de les accuser? On verra. On verra dans les commissions d'enquête. Mais oui, il va falloir une commission d'enquête, oui, ça c'est clair. Et l'Assemblée nationale, à l'unanimité, est d'accord sur le fait qu'il faudra une commission d'enquête. Mais on verra ce qu'elle donnera. D'accord, merci. Ensuite, on avait une question de Jonathan, de Maxime, pardon, dans le chat, qui nous dit doit-on ou non s'inquiéter de l'aide chinoise à la Serbie au niveau des masques, qui a été très bien accueilli par celle-ci? Oui, bien sûr. Le jeu de la Chine a été bizarre. Je ne suis pas sûr que... alors, s'inquiéter, bon, c'est compliqué. La Chine est une puissance mondiale. Voilà. La Chine, aujourd'hui, il faut qu'on s'organise pour exister en face de la Chine et qu'on ait une diplomatie chinoise, c'est évident. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure sur la frontière extérieure. Par exemple, l'attitude, quand je parlais tout à l'heure de frontière extérieure de l'Europe, qu'il faut qu'on porte ensemble dans un espace public européen, ça veut dire que notre attitude de la Chine doit être la même qu'on habite en Serbie ou qu'on habite en Belgique, par exemple. Ça serait quelque chose d'important. Maintenant, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bon, d'une part, les Chinois, contrairement à ce qu'on croit, ils ont un peu irrité quand même. Ils ont fini par un peu irriter pendant cette crise. Hein. Il y a quand même des positions chinoises qui ont été un peu irritées et qui ont été un peu irritantes pour certains. Et le fait que dans le club de Paris, les Chinois aient fini par accepter la remise de certaines dettes et suivi, c'était un peu lié à ça. Hein. C'était un peu le contre-coup du fait que leur attitude, bon, quand même, c'est parti de chez eux. Quoi. Il y a quand même eu des failles chez eux. Leur attitude n'a pas été très bien appréciée, y compris en Serbie, peut-être pas au moment où les masses sont arrivées et où Vučić est allé accueillir l'avion à l'aéroport. Bon, ça évidemment, c'est de la com. Voilà. Donc, du côté chinois, je ne m'inquiéterai pas trop de ce petit épiphénomène, plus à Prague. Du côté de Vučić, bon, c'est compliqué la Serbie aujourd'hui, c'est compliqué ce qui se passe. C'est comme avec Orban, je pense que Vučić il est élu à la régulière parce que les Serbes ont envie qu'il ait une attitude odieuse avec son opposition, c'est clair, mais c'est son opposition.
Voilà, je veux dire, c'est logiquement qu'ils sont dans l'opposition. Voilà, il se passe des choses, à mon avis, dans ces pays qui vont plutôt dans le bon sens et qui sont, c'est assez intéressant d'ailleurs, qui sont déjà des attitudes pré-européennes, on va dire. Il y a des travaux à 6, il y a des travaux transfrontaliers entre la Serbie et la Bulgarie, il y a des travaux, il y a, il y a une alliance des parlementaires femmes, par exemple, dans les Balkans 6, qui ne sont pas forcément avec une Kosovare, une Serbe, une Albanaise, et qui bossent ensemble en faisant ras-le-bol de ces mecs qui pensent qu'à se disputer. Nous, on veut faire autre chose, on veut faire avancer nos pays, etc. Il y a un office il y a un office balkanique de la jeunesse, comme on a l'office franco-allemand de la jeunesse, exactement sur le même truc, avec des jeunes de vos âges qui bossent ensemble et qui ont envie d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui va quand même dans le très bon sens. Et moi, j'ai eu un moment très, très émouvant d'ailleurs avec cet office balkanique de la jeunesse quand Macron est venu à Belgrade, donc je faisais partie de la délégation. Et je ne sais pas si j'avais été écouté, mais dans une des notes que j'avais faites pour lire ce qu'il fallait voir, ce qui se passait dans ma circo, j'avais parlé de cet office balkanique. Et donc, on a eu Macron-Vucic dans une espèce de terrasse, hein, avec en face d'eux 6 jeunes, 3 garçons, 3 filles, enfin d'une jeune, 25-30 ans, en face de Vucic. Hein. Kosovar, Albanais, Serbes, Monténégrins, Macédoniens et Bosniens. Bosniens musulmans. Donc, et qui étaient en face d'eux et qui ont discuté pendant 2 heures de l'avenir de la région, avec des jeunes qui étaient complètement ailleurs que est-ce qu'on se dispute, est-ce que je suis le meilleur ou pas le meilleur. Donc, et Vucic a été obligé de jouer le jeu. Donc, voilà, je ne crois pas que c'est Vucic qui finira le travail. Peut-être on peut le dire comme ça. Il faut être inquiet de Vucic, mais pas uniquement parce qu'il a posé, parce qu'il est allé, parce qu'il a mis en scène l'arrivée des masques chinois. En Pologne, c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'on a reçu des masques chinois et il s'est avéré qu'ils étaient défectueux. Donc il y a une enquête, on a une enquête sur un ministre parce qu'on l'a accusé d'avoir fait venir des masques qui n'étaient pas aux normes. J'ai une autre question qu'on m'a envoyée. Que pensez-vous de la réaction russe face au Covid-19? Ça, c'est une bonne question. Bon, d'abord, il souffre. Hein. D'abord, il souffre. Encore une fois, il faut décoller le cerveau de la Tour Eiffel. Hein, c'est la Russie. Donc, c'est un pays qui, comment dire, qui travaille comme ça. Quoi. C'est ou bien, il faut que le chef soit bon, quoi. Voilà. Si le chef est pas bon, on sera tous morts. Voilà. Donc, au début, ils ont été très réticents. Bon, maintenant, ils s'y sont bien mis. Hein, et donc, c'est un pays très, qui est quand même bien organisé. Il y a une remarque qu'on peut faire sur tous ces anciens, qui est un peu rassurante quand même au niveau sanitaire, sur tous ces anciens pays du bloc de l'Est, c'est que, à part dans les grandes villes et si on y met le prix, quoi, hein, dans le privé, mais le système hospitalier est défectueux. Par contre, le système d'urgence est bon. Le système d'urgence marche toujours. C'est assez remarquable. C'est-à-dire que les karetka, hein, comment on dit en français, les ambulances, le système voilà, les pompiers qui interviennent, tout ça, ça marche. Donc, on a généralement une société qui est capable à réagir au cas d'urgence. Ils sont toujours là, on les appelle toujours le même numéro, etc. Donc, la réaction d'urgence tient la route. C'était un peu la même chose dans les Balkans aussi. Après, maintenant, c'est un pays discipliné, donc ils vont y arriver. Hein, ils vont y arriver, mais oui, s'ils étaient mis plus tôt et s'ils avaient... voilà, ils ont raté le coche au départ pour des raisons qui étaient sans doute des raisons un peu politiciennes, et c'est dommage. Jonathan a une question et ce sera la dernière du coup.
Oui, justement, je voulais rebondir sur la question des Balkans que vous évoquiez plus tôt. J'ai vu il y a quelques jours que le réseau de journalisme d'investigation des Balkans a mis en garde sur la tutelle qu'a mis les gouvernements locaux sur Internet et sur les échanges qui s'étaient mis en place à cause du confinement notamment. Et je veux savoir, est-ce qu'on n'a pas un peu une Europe à deux vitesses sur ces questions de liberté numérique, à savoir plutôt les régions de l'Est, on a tendance à avoir des lois un peu liberticides au niveau numérique, et des pays de l'Ouest où on est beaucoup plus libre finalement de nos mouvements numériques, si on peut dire ça comme ça. Alors encore une fois, je ne ferai pas la différence Est-Ouest. Hein. Franchement. En Pologne, ça, je ne le sens pas. Hein. Donc, je ne ferai pas la différence Est-Ouest en Roumanie aussi. Par contre, bon, il y a une différence d'infrastructure encore, mais qui peut varier d'un pays à l'autre. Hein. Vous savez, les infrastructures allemandes, c'est infernal. Hein. Faut être, oui, en Allemagne, des fois, c'est le téléphone qui ne passe pas. Hein. Donc, donc au-delà je ne fais pas le parallèle Est-Ouest, enfin la dichotomie Est-Ouest. Il y a un problème d'investissement qui ne sont pas encore là sur un certain nombre d'outils. Mais par contre, la question, oui, c'est vrai, être aujourd'hui, alors pas Est-Ouest, mais dans les Balkans, alors, voilà, en Serbie, en Croatie, c'est dur. La notion de liberté d'expression, de liberté de la presse, donc y compris de liberté de s'informer sur Internet, oui, c'est pas fait, c'est dur. C'est dur. Et c'est lié, évidemment, c'est lié à une attitude du politique qui a du mal à l'accepter. Ce qui est un mauvais calcul, hein. Ce qui est un très mauvais calcul. Parce que c'est, voilà. Et là, alors, voilà, en Pologne, ils ont essayé aussi, mais en Pologne, la société le sait. La société sait que sur le programme officiel, on va avoir de la propagande. Tout le monde le sait. Donc voilà, on regarde la télé publique comme si on regardait la télé du parti. Donc, à partir du moment où on le sait, où Internet n'est pas bloqué, ça va. Après, des blocages d'Internet, j'en ai pas entendu. Moi, j'en ai pas entendu parler. Par contre, qu'il y ait des endroits où Internet marche moins bien, effectivement, et que ça accentue le problème, les difficultés de liberté de presse oui, et puis d'intimidation sur les journalistes, oui, il y en a, et pas que dans les Balkans, ça existe en Bulgarie aussi un peu, etc. Donc, oui, c'est long, hein, ces process. C'est long d'avoir une presse qui a vraiment sa liberté de parole. Et puis, ça, comment dire, ben, je reviens à ce que j'ai dit au début. Pour moi, la grande question, c'est la question de comment dire, de comment on gère les conflits. Comment on gère les conflits. C'est-à-dire que pour gérer les conflits, effectivement, la presse a un rôle à jouer, ce qu'on appelle les médias. C'est exactement ça. Un média, c'est médiateur. Voilà. Et c'est très compliqué quand les médias choisissent un côté. Voilà. Alors ça existe dans les pays des Balkans et dans des pays où, voilà, en Hongrie, c'est évident. Mais vous savez, dans nos pays à nous, je ne suis pas toujours sûr qu'on n'ait pas finalement ce travers sur d'autres dangers, hein, qui ne sont pas des dangers de partisianisme, mais des dangers on se focus sur des trucs il y a des fois, moi, je vois des titres de journaux français, je me dis, mais quel intérêt d'un titre comme ça, quoi. Quel intérêt. Et c'est un problème aussi, parce que c'est pas leur rôle, quoi. Leur rôle, c'est d'éclairer le citoyen et d'éclairer la table où on fait la médiation et où on gère nos conflits entre eux. Parce qu'il faut qu'il y ait des conflits. Il faut qu'on ne soit pas d'accord. Hein, le président du MoDem a dit ça un jour. C'est une phrase très forte. Hein. Quand on pense tous pareil, on ne pense plus. Si on pense tous pareil, on ne pense plus. Voilà. Moi, j'ai la même chose que ce que je dis, et ça sera donc ma conclusion. Il n'y a que dans les cimetières qu'il n'y a pas de conflit. Et il faut vivre longtemps.
Voilà, écoutez, je pensais que c'était 1 heure, mais ça fait 2, c'est très bien, c'était intéressant. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention qui a regroupé beaucoup de thèmes. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'on a pu parler même jusqu'à la liberté de presse à la fin. Donc, merci beaucoup. Et si vous voulez venir à la rentrée, quand les conditions sanitaires le permettront, bien sûr, en présentiel à Sciences Po Ah, Lyon. mais je passe chez vous demain matin à 7 heures. Je descends à Aix en train. Ah, Voilà. d'accord. Malheureusement, ce ne sera pas pour demain matin, mais Voilà. si vous pouvez décaler en septembre. Non, mais volontiers, volontiers. De toute façon, je suis toujours disponible pour ce genre de choses. Écoutez, et juste avant de conclure, je vais laisser Arthur parler d'Eurocréative, parce que c'est totalement en lien avec Bah ce oui, que dit. bien sûr. C'est un think tank qui est assez unique en France et qui est très intéressant pour les relations entre la France et les pays d'Europe centrale et de l'Est. Oui. Donc, bonsoir à tous. Merci Tom d'avoir organisé ce débat et à toute l'équipe de Place au débat. Je pense que votre association, elle est très importante dans Sciences Po et pour en sortir à peine, moi j'ai vu que le débat à l'intérieur de Sciences Po était quand même assez difficile en ce moment, en tout cas très polarisé. Donc, votre association elle permet cette confrontation d'idées et je suis ravi que ce soit Tom qui la reprenne. Pour parler brièvement d'Eurocréative, donc je travaille pour Frédéric Petit depuis l'année dernière. Donc, j'ai travaillé pour lui pendant 1 an à Varsovie. Et dans mes déplacements que j'ai pu faire avec lui ou même sans lui, parfois dans des sommets ou des grands forums européens sur, par exemple, l'intégration des Balkans à l'Union européenne, l'année dernière à Bonn. Et je me souviens qu'il n'y avait aucun universitaire français, aucun membre de la société civile. Les Allemands étaient là. Enfin, il y avait vraiment une très, très grande partie de l'Europe, mais la France n'y était pas. Il y avait cette demande, beaucoup de gens des Balkans qui nous disaient, voilà, on aimerait bien travailler avec des Français, on aimerait bien que la France aussi se penche vraiment sur ce sujet et même nous explique la position qu'elle peut avoir sur l'intégration des Balkans dans l'Union européenne. Et donc, j'ai créé ça avec mon colloque Eurocréative et on s'est dit, voilà, quelle plateforme on peut mettre en place en France pour mieux faire comprendre les Balkans, l'Europe australe et l'Europe orientale en France. Donc, on a monté ce qu'on appelle maintenant des think tanks, donc des formes de réflexion. Donc, normalement, beaucoup plus universitaire, c'est tenu par des académiques pour faire des publications. Mais en fait, donc on a ce côté publication, on informe sur ce qui se passe, on essaie de décrypter un peu l'actualité et les enjeux, même si on n'est pas des journalistes. Mais il y a une autre, en fait, on veut vraiment informer les Français sur ces questions. Donc, on se base sur des contributeurs francophones, parfois non, de ces pays-là qui nous écrivent des articles sur leur pays. Et on essaye de créer tout un réseau euh, de francophones ou de Français qui travaillent sur la région. Parce qu'en fait, pour l'instant, la France n'est pas très présente, mais on remarque qu'il y a quand même beaucoup de petites actions un peu partout et qu'en fait, il faut mettre tout ça en réseau pour que cela fonctionne mieux et que la France soit encore mieux dans cette région. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment en s'appuyant sur des réseaux de jeunes. Voilà. Et surtout dans cet objectif de réduire la polarisation Est-Ouest. Parce qu'on a beaucoup trop tendance à penser l'Europe en termes de Est-Ouest. Et voilà, avec cette idée d'une Europe à 2 vitesses et de prendre souvent, surtout les pays de l'Est, blocs homogènes, ce qu'ils ne sont pas. Et donc, voilà, on essaye de montrer la complexité de cette région pour réduire cette polarisation et le match qu'on a vu aux dernières élections européennes, Orban-Macron, qui n'a avancé enfin, le débat sur les européennes n'était pas terrible. Et donc, on essaye de rendre un peu plus intelligible et intelligent le débat et que les jeunes Européens se rencontrent un peu plus et notamment que les Français rencontrent des gens qui viennent d'Europe centrale, d'Ukraine et des Balkans. Donc voilà, et vous pouvez regarder nos activités on a un site internet eurocreatif.fr et on est sur tous les réseaux sociaux sauf Instagram. Voilà. Bien. Ben, merci beaucoup, Arthur. En tout cas, nous, on trouve ça très intéressant avec les places au débat, ce que vous faites à l'Eurocréative. Moi, je vous suis de près depuis l'année dernière. Donc, si on a l'occasion de retravailler ensemble à partir de la rentrée, Corto, moi et l'ensemble de l'équipe, on serait vraiment ravis de vous inviter à Sciences Po Lyon et de faire des conférences avec des universitaires et vous, le député.
J'ai un dernier message personnel, moi. À Sciences Po Lyon, vous n'avez pas un gars qui s'appelle Mathieu Don? Je ne connais pas. Je ne connais Il doit pas. être en première année. Ah, peut-être, peut-être. Ouais. Bah, écoutez, si vous le voyez, vous le saluez de notre part à tous les deux. Très bien. Voilà. Merci. Je suis sûr qu'il y est. Hein, mais... Très bien. Voilà. Et recrutez-le, dites-lui qu'il se bouge et qu'il vienne vous rejoindre. Ça marche. Non, mais pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.